est 12 heures sur les antennes de la RTS 2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Le cancer des enfants peu fréquent au Sénégal, les leucémies, les tumeurs du système nerveux central et les lymphomes sont les principales pathologies cancéreuses. La lecture, une activité importante pour les enfants, elle aide l'enfant dans son développement global. En plus de plaisir qu'elle procure, elle est aussi un moyen de lutter contre l'illettrisme. Le délégué médical, un représentant de l'industrie pharmaceutique, il est rattaché au service d'un laboratoire pharmaceutique dont le travail consiste à présenter les produits de celui-ci auprès des intervenants. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, le cancer de l'enfant ne ressemble pas à ceux de l'adulte. Ils sont d'accord beaucoup plus rares et représentent 1 à 2% de l'ensemble des cancers. Suivons le reportage de Ramatadem. On se croirait dans une crèche avec tous ces beaux dessins sur les murs. Malheureusement, nous sommes loin de cet environnement d'apprentissage et de jeu. Ici, les enfants sont couchés à longueur de journée, agrippés à leurs parents. Leur quotidien, lutter contre le cancer, cette maladie qui fait qu'ils sont la plupart du temps à l'hôpital pour des suivis, des analyses, des contrôles, des chimiothérapies et autres. Grâce à de bonnes volontés, les conditions d'hospitalisation et de prise en charge des enfants se sont beaucoup améliorées. Un sentiment quand même de satisfaction et de reconnaissance vis-à-vis de tous les partenaires financiers qui se sont rapprochés de l'oncologie pédiatrique pour offrir aux familles des espaces vraiment qui sont assez salubres et qui leur permettent vraiment de bien s'occuper des enfants sur ce plan. Autre aspect important de la thérapie, la gratuité et la disponibilité des médicaments pour ces jeunes malades. On a également espoir que le Centre national d'oncologie de Diamniadio, dont la première pierre a été posée tout dernièrement et qui sera livré normalement en 2024, aura un service d'oncologie pédiatrique pour tous les enfants du Sénégal. La leucémie est le premier cancer sur l'unité. Chaque année, on dénombre autour de 60 cas de leucémie sur les 250 malades que nous recevons. Et ces enfants sont pris en charge pendant 3 ans. C'est un traitement qui est long, qui est difficile et qui est très coûteux. Le soutien de l'équipe de psycho-oncologues joue une place très importante dans la thérapie. Et en offrant ces espaces d'écoute, les personnes peuvent vraiment étaler leur vécu pour que nous puissions les accompagner du mieux possible. Beaucoup de difficultés dans les familles, beaucoup de problématiques familiales, difficultés financières également. Une partie de notre travail est justement d'accompagner les familles lorsque leurs enfants ne vont pas bien. Allant jusqu'à la fin de la vie. Le cancer chez les enfants est loin d'être une fatalité, bien au contraire. Les spécialistes de la pédiatrie à l'hôpital Aristide Le Dantec y font un travail remarquable. La principale difficulté dans la prise en charge est que le service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Aristide Le Dantec est un service unique au Sénégal. Ramatadem, le cancer des enfants qui s'est beaucoup amélioré avec une bonne prise en charge. Restons toujours dans ce registre des enfants, cette fois-ci pour parler de l'importance de la lecture. Les livres de bande dessinée sont très prisés par ces bouts de bois de Dieu qui expriment leurs sentiments à travers non seulement les textes, mais également les images. Ndeye Koumba Ndiaye est allé à leur rencontre. Tidjane, Alpha et Rama sont plongés dans la lecture de bandes dessinées. Ils y trouvent un plaisir sans faille. On peut voir les images alors que dans d'autres on ne peut pas. Que c'est intéressant parce que si tu choisis le bon livre, tu peux trouver une histoire très intéressante et drôle. Qu'est-ce que je peux faire, c'est les livres comme Bill et Boule. Et aussi quand
les livres comme ça. Et puis aussi comme les bandes dessinées. Ce goût de la lecture, ils le doivent à la fondatrice de cette bibliothèque devenue école. Initier les enfants à la lecture est devenu un sacerdoce pour Marème Seck. Lorsque je l'ai créé, je venais tout juste d'arriver de France où j'ai vécu pendant longtemps et j'ai noté que l'accès à la lecture, surtout de bandes dessinées, était très peu disponible sur Dakar en tout cas. Les bandes dessinées, ça coûte très très cher et donc du coup, l'idée était de faire une bibliothèque où les enfants pourraient venir et emprunter pour une somme pas très chère en fait et ils pourraient donc régulièrement changer leurs livres et lire autant qu'ils le veulent et lire des livres qui les intéressent et pas seulement des livres qu'on leur impose à l'école. Dès le bas âge déjà, les enfants doivent apprendre à lire, ils doivent être cultivés. Lire, un exercice qui a un très grand impact sur le niveau des élèves qui s'y adonnent. Dès qu'on est à ce qu'on appelait CP1, maintenant, c'est ce qu'on apprend en premier lieu, c'est pouvoir lire. Sortir du programme, lire des romans, lire des œuvres, lire même des mémoires, ainsi de suite. Donc ça, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on peut avoir de la culture, il faut lire. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes élèves que autant on a besoin de voyager pour acquérir des connaissances, mais autant aussi on a besoin de lire pour donc essayer d'avoir des sujets à débat, donc ce qui va fonder tes différentes argumentations. Selon les libraires, la lecture est la clé qui ouvre toutes les portes du savoir. Généralement, les meilleurs élèves, ce sont ceux qui lisent le plus, que ce soit dans les matières scientifiques ou dans les matières littéraires. Parce qu'on ne peut pas faire des problèmes de mathématiques ou de physique si on ne comprend pas le sens des énoncés. Et c'est la lecture qui permet cela. Si nous prenons les matières littéraires, la lecture reste l'élément qui permet d'avoir l'outil de travail de cet élève. Et c'est fondamental. Si vraiment on veut avoir la connaissance solide, il faut passer par les livres. Les livres, vraiment, c'est très, très important pour l'acquisition des compétences. Pour initier leurs enfants à la lecture dès le bas âge, les parents ont un large choix. Que ce soit au niveau des librairies officielles ou par terre, l'importance est de leur inculquer le goût de la lecture. Merci Ndeye Koumba Ndiaye pour ce reportage. La lecture qui permet le développement global de l'enfant. Place maintenant à l'agriculture qui est un enjeu crucial pour l'insertion professionnelle. l'Agri-Jeunes, un projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux, a été mis en place pour promouvoir l'inclusion des formations professionnelles qui permettent à ces derniers de se spécialiser dans des secteurs qui recrutent. Suivons le reportage de Pendembao. Dans le secteur agricole, pour un avenir radieux, reste une volonté réaliste et réalisable, un objectif de taille pour les autorités, surtout celles qui ont en charge l'agriculture, qui contribue pour plus de 16% du PIB. Donc, la jeunesse principale, force vive de la nation, doit bénéficier de ces retombées, de ce dynamisme du secteur agricole. C'est tout le sens qu'il convient de donner à la mise en œuvre au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural du projet Agri-Jeunes, résultat de la coopération entre le gouvernement du Sénégal et ses partenaires que sont le FIDA et la BAD. La particularité du projet Agri-Jeunes est qu'il cible particulièrement les jeunes ruraux et devra induire l'inclusion socio-professionnelle de plus de 45 000 jeunes ruraux dans les filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques. Ce ne sont pas moins de 450 000 personnes qui vont à terme bénéficier des retombées du projet. Le projet Agri-Jeunes, financé à plus de 54 milliards pour une durée de 6 ans, a décidé d'accompagner les jeunes pour réaliser la volonté des autorités. Et qui est mis en œuvre par le gouvernement dans 8 régions. Les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Louga, Thiès, Ziguinchor et Sédhiou. L'objectif du projet, c'est de promouvoir l'inclusion socio-professionnelle des jeunes dans des activités rentables au niveau des chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques.
Le projet poursuit l'objectif d'orienter 150 000 jeunes dans les 8 régions et d'orienter spécifiquement vers ces dispositifs d'appui 50 000 jeunes ruraux. C'est pourquoi cette cérémonie que nous assistons aujourd'hui, de signature, revêt une grande importance, en qu'elle symbolise la volonté de l'État de valoriser le potentiel et le génie créateur des jeunes et de matérialiser la nécessaire synergie et les complémentarités entre les différents acteurs pour l'atteinte des objectifs de la politique nationale de l'emploi des jeunes et des femmes en milieu rural. La signature de ces 2 conventions entre le CNCR, le Conseil national de la jeunesse et AgriJeunes va aboutir à la finalisation du processus d'enrôlement de la première génération avec 2500 jeunes bénéficiaires. Le délégué médical est un informateur médical. Il est porte-parole du laboratoire pharmaceutique qu'il emploie. Il fait le lien avec les professionnels de santé pour les informer, promouvoir et développer la vente des produits du laboratoire pour lequel il travaille, suivant le récit de Yassine Dia. Et l'intermédiaire entre le laboratoire et les praticiens du secteur médical. Sa mission principale consiste à assurer la promotion d'un ou de plusieurs produits fabriqués par le laboratoire pharmaceutique. Non seulement il informe et démontre l'efficacité des médicaments, mais aussi il incite le médecin à le prescrire. Pour pouvoir réussir dans cette voie, il est indispensable de posséder une aisance relationnelle afin de pouvoir communiquer facilement. Être également capable de trouver les arguments qui vont convaincre son interlocuteur. Très autonome, le délégué médical est rigoureux et bien organisé. Il jouit de divers avantages. Outre sa grande autonomie en termes de gestion du temps, il est bien rémunéré et riche en contacts humains et bénéficie pleinement du dynamisme et des innovations du secteur pharmaceutique. Dans ce contexte porteur, il occupe un poste clé au sein du laboratoire. Cependant, il faut noter que le métier du délégué médical exige d'être toujours à jour des nouveautés relatives au secteur médical tout au long de sa carrière professionnelle. De plus, les horaires du délégué médical sont irréguliers. Merci Yassine Dieng pour ce récit. Et pour parler du délégué médical et de son rôle, nous recevons sur ce plateau M. Seydina Ababakar Ngom. Il est délégué médical. Bonjour M. Ngom. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Alors, nous venons de suivre le récit de Yassine Dieng qui parle du rôle du délégué médical. C'est quoi le délégué médical? Alors, le délégué médical, comme déjà annoncé, c'est le représentant des laboratoires pharmaceutiques qu'il lui-même se charge de couvrir dans la zone où il est. C'est aussi un conseiller thérapeutique aux côtés des médecins. Au-delà de l'aspect promotionnel qu'il fait des produits, c'est aussi aujourd'hui le lien qui existe entre le laboratoire et aussi le traitant, le médecin traitant ou bien le spécialiste. Alors, on nous parle d'un des rôles du délégué médical par rapport à la promotion des médicaments. Exact. En quoi consiste cette promotion? Alors, cette promotion ne consiste pas seulement à aller vendre les produits parce que ça limiterait le métier de délégué médical à un aspect purement commercial, mais cette promotion va au-delà de cela. Ça va pour répondre à un besoin d'un médecin tout en mettant le patient au cœur de son métier. Au-delà même de son aspect relationnel et de sa facilité de contact qui est déjà citée, le délégué médical est en charge déjà de s'assurer de la bonne disponibilité, que ce soit des produits que le patient va devoir prendre, mais aussi de s'assurer de la qualité et aussi de l'argument, de l'efficacité qu'il va mettre en avant pour le médecin traitant. Et par rapport à l'argument, des fois on dit que le délégué médical abuse un tout petit peu parce que ça permet de vendre son produit. Oui, je dirais c'est utiliser cet abus serait un peu biaiser le métier de délégué médical. Aujourd'hui, dans chaque classe thérapeutique, dans chaque besoin d'un médecin, il y a des molécules, des multitudes de médicaments qui sont sur le marché. À partir de la qualité de ce médicament, à partir du besoin en observance, en disponibilité et en traitement pour le patient, le médecin doit avoir la possibilité, et en ce sens, de choisir librement à quel médicament ou à quel produit il va prescrire
chez son patient. Alors, quand on nous parle du link entre le délégué médical, le délégué médical et les laboratoires pharmaceutiques, on parle également de la marque, mais également de la promotion. En plus de cette promotion, quelles sont les fonctionnalités, le rôle exact du délégué médical? Alors, ce que le délégué médical doit d'abord savoir, c'est qu'il est l'image même des laboratoires qu'il représente. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on oublie, c'est que quand on fait une promotion d'une marque, on est cette marque-là sur le terrain. Et au-delà de cela, ce link, c'est que le délégué médical occupe la place la plus importante d'un laboratoire. Parce que c'est lui qui est en charge de connaître, qui est dans la mesure de connaître exactement les réalités sur le terrain, le besoin du médecin qui est là et surtout le besoin du patient qui doit être au cœur de son activité. Maintenant, au-delà de cela, nous avons tendance à comprendre que le métier de délégué médical est devenu plutôt une profession, je veux dire, à défaut, que les gens ont tendance à aller juste faire pour la rémunération salariale. Tout le monde se réclame de délégué médical. Oui. Une bonne partie des jeunes, quand même, on peut dire. Exactement. Et je pense que le métier de délégué médical doit fonctionner avec les classes thérapeutiques. Exactement. En quoi consistent ces classes thérapeutiques? Alors, il y a plusieurs classes thérapeutiques. Je pense que tout à l'heure, dans la première partie de votre émission, certaines classes ont été citées, que ce soit la cardiologie, que ce soit les classes thérapeutiques comme le gastro-entérologie ou autre chose. Tout ça, ce sont des classes thérapeutiques qui permettent aujourd'hui aux spécialistes qui sont là-bas de pouvoir prendre en charge ces patients qui souffreraient de ces pathologies liées à ces classes thérapeutiques-là. Prenons exemple sur la cardiologie, un patient hypertendu qui va voir un cardiologue, bien sûr les médicaments ou les produits qui lui seront présentés devront répondre à ce besoin de ce spécialiste-là pour traiter ce patient qui souffre aujourd'hui de l'hypertension artérielle. En général, quand on nous parle du rôle du délégué médical, il y a également le lien qui existe entre le délégué médical et le client. Exact. Maintenant, quel est ce lien? Alors, quand on dit client, je suis pas trop à l'aise avec ce terme. Disons plutôt avec le patient. Ouais. Exactement. Donc, comme je disais tantôt, le patient est au cœur et au centre d'activité du délégué médical. Parce que même si on a des produits à faire vendre, parce qu'on est évalué en termes de vente, quoi qu'on puisse dire, on est évalué en termes d'atteinte d'objectifs. Mais le patient, le soulagement, le traitement de ce patient doit rester au cœur de notre activité. Et c'est-à-dire que c'est le rôle conseiller qui prime au-dessus de tout. Prime au-dessus de tout. Maintenant, comment arriver à avoir le bon conseil pour le médecin, ça va déjà... ça va déjà à partir du label qu'on représente en termes de qualité de produit qui va permettre aux médecins de se rendre compte que ce conseiller thérapeutique qui nous accompagne, qui n'est pas seulement un promoteur mais qui vient accompagner notre service au quotidien, ce conseiller thérapeutique-là va pouvoir m'aider à déjà garder la confiance de mes patients parce que si un médecin prescrit un produit qui n'est pas de bonne qualité aujourd'hui, c'est la confiance du patient qui est biaisée. Le traitement du patient qui ne sera pas aussi de bonne qualité. Donc, au-delà de cela, il y a ce lien dont vous parlez entre le délégué médical et le patient, que nous croisons dans les salles d'attente et qui comprennent souvent que nous venons pour un peu prendre le pas sur leur temps d'attente pour aller voir le médecin, ce qui n'est pas réellement notre rôle. Est-ce que des fois, Sidina Babacar, il vous arrive de travailler avec les personnes qui se chargent de la prise en charge sociale? Alors, pas directement, parce que nous, dans nos recommandations ou bien dans notre activité, on est beaucoup plus en link direct avec les prescripteurs, avec les médecins. Vous êtes autonome? On est autonome dans la gestion de notre zone, dans la gestion de notre secteur et aussi de notre portefeuille relationnel. Toutefois, nous rendons compte, comme toute profession, nous suivons des stratégies, nous suivons aujourd'hui une direction que nous demande notre laboratoire. Alors, des fois, il peut y arriver qu'un médecin prescrit un médicament, par exemple, qui n'existe pas dans l'hôpital ou bien qu'on n'arrive pas à trouver dans des industries pharmaceutiques ou bien les pharmacies. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre le patient à prendre un autre médicament qui peut le remplacer et soulager sa pathologie? Alors, je tiens vraiment à préciser que ce n'est pas le rôle du délégué médical de convaincre un patient de prendre tel produit. Ça, c'est dans les responsabilités du médecin. Si un médecin prescrit un produit ou bien émet une ordonnance, c'est à ce médecin de demander de changer à nouveau.
Même... Parce que des fois, il faut y arriver que le médecin prescrit un médicament. À la limite, il revient pour dire si on ne trouve pas ce médicament, on peut prendre l'autre médicament. Mais le patient n'est pas convaincant. De même molécule. Ça, c'est au médecin d'arriver à convaincre le patient et de le montrer que c'est à efficacité égale. Je vous ai prescrit 2 molécules. Mais c'est au médecin, au spécialiste, au prescripteur. À notre niveau, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est d'assurer pour les produits que nous mettons en avant, d'assurer leur disponibilité en termes de stock global, mais aussi au niveau des pharmacies. Et ça va permettre à ce patient de ne plus tomber sur les cas de rupture de stock. Et dans les cas où un produit n'existe plus ou est retiré du marché, c'est aussi au délégué médical d'aller vers ce médecin et lui faire comprendre qu'aujourd'hui, ce produit n'est plus disponible. Veuillez prescrire ou veuillez changer de... Il y a un autre qui peut le remplacer. Exactement. Maintenant, quels sont les problèmes que vous rencontrez au cours de vos séances, tout ça? À notre activité quotidienne, je dirais beaucoup plus, c'est des soucis de compréhension de notre métier. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup nous voient comme juste des promoteurs, des gens qui vont aller juste vendre des médicaments et revenir. Mais le cœur de notre activité, comme je le disais, c'est le patient. Nous sommes aux côtés des médecins pour être des conseillers, être des accompagnants thérapeutiques pour leurs activités. Ce sont nos partenaires au quotidien, si on doit le voir comme tel. L'autre souci majeur, c'est que le patient en tant que tel ne comprend pas que le délégué médical est aussi là pour lui. Parce que les produits que nous allons proposer aux médecins, ce sont ces produits que le médecin va aller prescrire aux patients. Et dans notre rôle, quand on les croise en salle d'attente et quand on quand on est en patience pour voir le médecin, souvent ils comprennent que nous sommes là juste pour dépasser ou bien pour entrer. Je précise que le délégué médical ne doit pas forcer la porte devant un patient. Donc, toujours pour préciser que ce sont ces quelques soucis que nous rencontrons, mais, alhamdoulilah, aujourd'hui, les gens prennent de plus en plus conscience de ce métier. Tout à l'heure, je disais que... Oui, quelle est la formation du délégué médical? Pour plusieurs. En général, c'est soit une formation médicale, comme soit étant pharmacien ou bien étant médecin, ou bien une formation typiquement délégation médicale, marketing, communication, technique de vente, typiquement délégué médical. Mais en somme, tous les modules qui se regroupent dans la formation de délégué médical, c'est le marketing, les techniques de vente et la médecine. Par rapport au marketing, c'est faire la promotion des médicaments, la vente prime, mais pour le délégué médical, c'est le conseiller. C'est le conseiller, c'est le patient qui prime. C'est le conseiller d'abord et le patient qui prime. Alors, quel est le conseil que vous donnez aux jeunes qui voudraient embrasser ces filières, qui est délégué médical? Alors d'abord, je vais leur demander de faire ce métier uniquement par passion. De ne pas simplement prendre en compte tout ce qu'on dit en termes d'opportunités. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui. On arrive à peut-être être bien rémunéré, à avoir d'autres opportunités de contact, mais embrasser ce métier demanderait déjà d'avoir cette passion, parce que c'est très difficile. De se lever au quotidien, de courir derrière les rendez-vous, de courir derrière... De soulager les patients également. De soulager les patients d'abord, mais c'est un métier qu'il faut embrasser par passion d'abord. Et Inch'Allah, quand vous le ferez par passion, ce métier va vous payer nécessairement. Je vous remercie, M. Seydina Ababakar Ngom. Merci d'être venu. Alors, je rappelle que nous étions en entretien avec M. Seydina Ababakar Ngom. Il est délégué médical. Autre aspect de l'actualité, la réunion de la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, une rencontre statuaire qui a permis la préparation de la 59e session ministérielle qui se tiendra au Maroc. Suivons ce reportage. C'est une rencontre à la fois présentielle et en visioconférence qui a réuni les correspondantes et correspondants nationaux de la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie confémène. Objectif, préparer la 59e session ministérielle prévue au Maroc ce mois de février. Elle nous permettra également d'élaborer une stratégie de redynamisation et de renforcement des capacités et de structurer nos modalités de travail afin d'améliorer nos collaborations, tant entre correspondants nationaux qu'avec le STP, les responsables des équipes nationales PASEC, les directions administratives et financières, l'État, et les responsables de l'information et de la communication, l'ERIC. Ce plan intègre une grande réforme de la Confémène où on va créer, en tout cas adopter la création d'un deuxième programme à côté du PASEC, qui est le programme d'analyse des systèmes éducatifs, qui fait des évaluations tous les 4 ans dans les établissements des pays membres.
On va créer maintenant un programme qui est le programme d'appui au changement et à la transformation de l'éducation, qui aura pour vocation à accompagner maintenant les pays pour opérer les transformations nécessaires à la qualité de l'enseignement. Cette année, la réunion statutaire s'est voulue inclusive et participative avec la participation d'anciens correspondants nationaux. L'initiative vise à renforcer le partage d'expériences et les capacités des acteurs des systèmes éducatifs. Ça a été l'occasion aussi de partager mon expérience avec les CN actuels sur les atouts que j'avais en tant que secrétaire général du ministère et aussi sur les contraintes du travail de secrétaire général avec le travail du correspondant national de la Confémen. Il faut pouvoir d'abord vendre l'image de la Confémen dans les pays, faire en sorte que les décideurs acceptent de financer les activités de la Confémen, parce que c'est ça qui est au cœur du développement de l'éducation dans nos pays. Donc c'est ce message-là, et qui ne baisse pas les bras, parce que ce travail, le résultat ne sera pas perceptible tout de suite. Mais si on se décourage, il faut simplement qu'ils s'arment de beaucoup de patience et qu'ils soient très ingénieux, qu'ils cherchent les arguments convaincants. La rencontre de Saly à Mbour a aussi permis de bien cerner les nouveaux enjeux et défis à relever pour impulser une nouvelle dynamique des activités de la Confémen. Pendant 3 jours de réflexion, les participants ont stabilisé sur un plan stratégique de l'institution pour la période 2022-2026. Voilà, la réunion de la Confémen met fin à ce magazine d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur le programme de la RTS2. Au revoir.